C'est l'ennemie des gros chevaux. Elle terrifie tous les propriétaires de poneys. On l'appelle la décrocheuse de phalanges et fait surtout ses ravages au printemps. Comme l'ennui après 20 ans de mariage, elle gâche notre plaisir de pouvoir mettre nos chevaux dans de belles pâtures verdoyantes. Elle terrifie tout le monde et elle est si fourbe qu'elle le porte dans son nom. C'est la fourbure. Je crois que c'est ma meilleure introduction quand même. Alors on rigole, n'empêche qu'en médecine vétérinaire, la crise aiguë de fourbure, elle est catégorisée comme urgence vitale. Donc on va peut-être arrêter de plaisanter avec la fourbure 2 minutes. Urgence vitale au même titre qu'une colique ou qu'un coup de sang par exemple. Et c'est d'ailleurs la deuxième cause de mortalité chez le cheval. Deuxième cause quoi. Et c'est hyper important de bien la traiter et de pas la prendre à la légère, car la fourbure ça peut devenir chronique. Et là, ça craint. Des crises de fourbure régulières, une douleur qui est finalement quasi constante. Bref, pas fou, la fourbure chronique. Pour ceux pour qui la fourbure dans l'ensemble est une découverte, je vous fais un petit topo rapide. De manière générale, on définit la fourbure comme étant une inflammation qui va toucher les tissus mous du pied. La plupart du temps, les antérieurs, mais ça peut évidemment toucher les 4 sabots. Cette inflammation, déjà, elle est très douloureuse, ce qui amène les chevaux à éviter de s'appuyer sur leurs pieds d'une manière qui est assez caractéristique. Les antérieurs sont très loin devant et en fait, ils ont tellement mal aux pieds qu'ils veulent même plus marcher, quoi. À terme, cette inflammation, elle peut carrément causer une séparation entre les tissus mous du pied, tous ceux qui entourent la 3e phalange, et notamment le fameux scratch qui se fait entre le kéraphile et le podophile, dont je vous parle dans cette vidéo. Cette séparation entre le kéraphile et le podophile, elle est telle que la 3e phalange va même venir à bouger à l'intérieur de la boîte cornée. On observe en fait une bascule de la phalange vers l'avant, et là, c'est le drame qui ouvre le champ des possibles de l'horreur. Elle va venir appuyer sur les tissus mous qui sont en dessous elle, du coup, ils vont nécroser. Donc on va avoir des tissus morts dans le pied. Et puis elle peut aussi aller perforer la sole, directement comme ça. Un film d'horreur. J'aurais tellement aimé vous faire une vraie vidéo de physiopathologie, en vous racontant la vraie histoire de comment ça se passe dans le corps, comme j'ai pu vous le faire pour la rhino, ou la pyro, ou encore la leucose chez le chat. Mais le problème, c'est que personne n'est vraiment au clair avec ce qui se passe à l'intérieur du pied pendant une fourbure. Et pas qu'à l'intérieur du pied, vous allez le voir. Ce qu'on sait, et là on est sûr, c'est que c'est une affection qui à terme finit par toucher le pied. Mais c'est tous les mécanismes d'avant où il y a des petits doutes, pas encore ultra clair pour tout le monde. Et du coup pour les traitements, ça rend la fourbure super compliquée à soigner puisque trouver l'origine, déjà c'est vachement compliqué. En réalité, on a 4 grandes hypothèses. Les 2 premières hypothèses sont en rapport avec la circulation sanguine, on dit donc que c'est des hypothèses vasculaires. Hypothèse 1, on part sur une vasoconstriction des vaisseaux, donc une diminution du diamètre des artères dans le pied. Si le diamètre des vaisseaux diminue, il y a forcément moins de sang qui arrive dans le pied, ce qui provoquerait une ischémie, donc à savoir un défaut de l'apport vasculaire, donc un défaut de l'apport de sang dans les tissus du pied. De là, la partie qui se trouve en dessous P3 aurait plus de mal que les autres parties du pied à recevoir du sang, donc elle meurt petit à petit, et c'est donc ce qu'on appelle la nécrose des tissus. La deuxième théorie, toujours vasculaire donc, mais cette fois c'est l'exact opposé. Ça serait causé par une vasodilatation, donc cette fois une augmentation du diamètre des artères qui arrivent au pied. Cette vasodilatation entraînerait un apport important de sang dans le pied, dont plein de toxines qui proviendraient de différentes origines dont on parlera tout à l'heure. Et ces toxines, elles activeraient des enzymes qui s'appellent les métalloprotéases, dont le taf c'est de détruire la membrane sur lesquelles les cellules sont fixées. Bon tout se casse la gueule du coup. Si là maintenant on enlève le parquet sur lequel je suis debout, je tombe. Mais pour que cette théorie-là, elle fonctionne, il faut qu'il y ait des toxines. Et c'est notamment le cas des chevaux qui mangent trop de sucre, trop d'amidon, trop de fructose, trop de tous les sucres que vous voulez, trop de céréales. Ce trop de sucre et de tout ça, il va provoquer une dysbiose, donc une perturbation de l'équilibre de la flore intestinale. Et donc une perturbation de l'équilibre entre les bonnes et les mauvaises bactéries qui se trouvent dans les intestins. Les mauvaises bactéries, elles sont plus présentes que jamais, et ces mauvaises bactéries, elles sont mauvaises parce qu'elles libèrent des toxines. Toxines qui se retrouvent dans le sang, et vu qu'il y a des vasodilatations au niveau des pieds, ça se retrouve dans le pied, les toxines se fixent aux enzymes métalloprotéases, du coup ça casse les membranes sur lesquelles sont accrochées les cellules, et boum, il y a tout qui tombe dans le pied. Pas plus compliqué que ça. La troisième théorie, elle est plus vasculaire cette fois, ce serait l'activation exagérée et complètement non contrôlée de ces fameuses métalloprotéases. Ça provoquerait donc directement, sans avoir besoin qu'il y ait des toxines qui passent par là, la séparation entre le podophile et le kéraphile. Mais pourquoi est-ce qu'elle se chaufferait comme ça et elle s'activerait de manière non contrôlée ?
Et enfin, la quatrième et dernière théorie, celle qui finalement peut sembler la plus évidente, le « c'est trop lourd, je ne peux pas porter ça ». Plus précisément, ce serait une réponse inflammatoire du pied au poids du cheval. Le poids du cheval ferait donc que les lamelles n'arrivent pas à rester scratchées et donc qu'elles finissent par se décoller. Actuellement, il y a quand même un petit penchant pour certaines théories, je vous le cache pas, et même en réalité un petit mix entre la première et la troisième théorie. Donc entre une vasoconstriction des vaisseaux qui arrivent au pied et une enzyme qui pète un câble toute seule. Mais vous l'aurez compris, rien n'est franchement très sûr. Et même si on sait pas trop comment tout ce bazar se met en place, ce qu'on connaît bien par contre, c'est ce qui va empirer la fourbure. Et on appelle ça les facteurs aggravant. Quand un cheval a une alimentation trop riche en amidon ou en fructose par exemple, bref, en sucre si on raccourcit, il y a un risque de déclencher des affections gastro-intestinales ou des endotoxémies à Streptococcus, donc une prolifération de bactéries dans les intestins. En plus de ça, le sucre quand il est présent en grande quantité dans l'organisme, il va venir descendre le pH de l'organisme, donc le rendre plus acide. Et un pH légèrement acide favorise le développement des bactéries, c'est donc un cercle vicieux, ou le serpent qui se mord la queue. À terme, tout ça va modifier la perméabilité des intestins, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une barrière et que ce qu'il y a à l'intérieur des intestins ne puisse pas sortir librement pour passer dans le sang. Eh bien cette perméabilité-là, elle est modifiée. Donc ça peut créer des diarrhées, mais ça peut aussi laisser un bel accès aux toxines pour qu'elles puissent passer de la flore intestinale jusque dans le sang et donc jusque dans le pied. Vous connaissez la suite. Les maladies endocriniennes comme le SME, syndrome métabolique équin ou la maladie de Cushing, dont j'ai fait une petite vidéo juste ici, sont des facteurs aggravants de la fourbure. D'ailleurs, si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur le SME, et enfin, on peut ajouter à la liste des facteurs aggravants les glucocorticoïdes. Et c'est là où c'est très vicieux parce que les glucocorticoïdes, c'est très souvent utilisé pour les maladies inflammatoires. La fourbure est une maladie inflammatoire. Mais du coup, imaginons qu'on ait une inflammation des intestins. En traitant aux glucocorticoïdes, on risque de déclencher une fourbure. Donc en traitant une maladie, on risque d'en aggraver une autre. Donc ça, ce sont les facteurs aggravants, c'est-à-dire quand le cheval il est déjà malade. Mais qu'est-ce qui pourrait augmenter le risque d'être atteint de fourbure? On appelle ça les facteurs de risque. Donc quels sont les facteurs de risque au développement d'une fourbure? En numéro 1, nous avons évidemment la surcharge alimentaire en sucre ou en azote. Le cheval qui va trouver un sac de granulés et qui va se l'enquiller en entier ou qui est lâché dans une nouvelle pâture ultra verdoyante, notre bonus s'il y a du trèfle qui est le champion olympique de la teneur en azote. Cet excès de sucre ou d'azote va diminuer le pH de tout le système gastro-intestinal. Ça déséquilibre complètement toutes les fermentations qui s'y passent. Les bactéries perdent la boule. Il y a une quantité de toxines et d'acide lactique hallucinante. Et puisqu'il y a une modification de la perméabilité, ils vont pas se gêner de sortir. Ils passent dans le sang, ils vont jusqu'au pied. Bref, j'espère que ça c'est bon parce que vraiment on en a parlé 4 fois je crois. D'un point de vue mécanique, si le cheval est contraint de passer du temps longtemps sur un de ses pieds, par exemple s'il a un abcès à l'intérieur droit, il passera nécessairement plus de temps en appui sur son antérieur gauche, et bien cet excès de charge sur l'antérieur gauche peut entraîner une réponse inflammatoire à cause de cet excès de charge. Et du coup, possiblement, s'il y a une inflammation, une désolidarisation entre le podophile et le caraphile. Et idem pour l'obésité. En plus du sucre qui circule beaucoup trop dans l'organisme, le cheval est lourd. Il est très lourd pour ses pieds. Ou encore l'exemple d'une jument gestante qui porte bien plus sur ses postérieurs que quand il n'y a personne à l'intérieur d'elle. Évidemment, ça dépend de l'état des structures du pied. Si on a un pied tout naze avec un arrière de pied complètement affaissé, que la sole est archi fine, évidemment que ce cheval-là a plus de risque d'être fourbu qu'un cheval qui a des pieds avec des structures absolument parfaites. Alors, comment ça arrive la fourbure et comment est-ce qu'on peut la voir venir? La toute première phase de la fourbure, c'est la phase préclinique. Elle se caractérise par un pied chaud et par un pouls digité, donc une petite pulsation que vous pouvez sentir à ce niveau. Cette phase, elle dure en moyenne 1 à 2 jours. Ensuite, voilà le truc qui va nous faire dire « Oh là là, mais il y a peut-être une fourbure dans ce bazar-là !» C'est la boiterie. Le cheval se met à boiter au pas comme au trot. Il adopte une position qui est plutôt caractéristique de la fourbure, puisqu'en général, ces chevaux atteints de fourbure se mettent, comme je l'ai dit avant, très campé de devant. Oui, là on part du principe que la fourbure elle est devant, puisque c'est la majorité des cas. Il se met comme ça pour reporter le maximum de poids vers l'arrière-main et donc soulager l'avant-main pour éviter de décoller encore plus les lamelles du pied. Enfin, c'est surtout parce que c'est extrêmement douloureux.
qui font ça. Ils sont pas là en train de se dire « Oh, il faut pas que je décolle mes lamelles de mes pieds !» Non, c'est que ça fait super mal parce que les lamelles sont en train de se décoller. Donc pour se soulager, ils se mettent sur l'arrière. Bref, vous aviez compris, je sais pas pourquoi Les pieds sont chauds parce que inflammés et le cheval n'a évidemment pas franchement envie de se déplacer, ni de donner les pieds. Et puis il se couche souvent parce que se tenir comme ça, au bout d'un moment c'est épuisant et ça finit par faire mal partout. On peut voir aussi les vétérinaires sonder le pied avec une pince à sonder comme on sonde les pieds en cas d'abcès. Et en fait ils vont venir sonder juste en avant de la fourchette, en regard direct de P3. Et en général, spoiler, c'est très douloureux. À ce stade, si on fait des radios du pied et que la troisième phalange a bougé dans la boîte cornée, alors le cheval est en phase aiguë de fourbure. Si à la radio, la phalange est exactement à sa place, dans ce cas-là, on va parler de phase subaiguë. Et en général, ces chevaux-là, ils récupèrent totalement après un traitement adapté dans les 24 à 72 heures. Si la phalange, elle a bougé, c'est un autre problème. L'inflammation en elle-même, elle se calme, mais la phalange, elle a bougé. On entre alors dans une autre phase qu'on appelle la phase de fourbure chronique. Et la fourbure chronique, c'est des boiteries, des fois un peu plus discrètes, parfois intermittentes, parfois pas et donc parfois permanente. Bref, c'est chiant quoi. Et ces boiteries, souvent, elles vont dépendre de à quel point le pied a été abîmé lors de la phase aiguë. Voici une radio d'un pied fourbu avec une bascule de phalange. On le voit parce qu'en fait, l'avant de la phalange n'est plus parallèle à la paroi du sabot. Vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que la phalange elle bascule comme ça vers l'avant et elle tombe pas juste verticalement en restant parallèle au sol. Et bien tout simplement parce que quand le cheval il est en appui sur son membre, le boulet il descend et il met en tension le tendon du fléchisseur profond du doigt. Ce tendon il s'attache en dessous de la troisième phalange. Donc plus le pied est en charge, plus le tendon tracte P3 vers l'arrière et donc plus elle bascule vers l'avant. Attention, ça marche que pour un pied malade hein. Quand les lamelles elles sont bien scratchées, il n'y a pas de problème. Tout reste bien à sa place. C'est fait pour en même temps. À terme, la fourbure, ça se voit sur le pied depuis l'extérieur. La corne, normalement, elle pousse parallèlement à la surface de P3. Donc si P3 bouge, la corne ne pousse plus exactement dans la même direction. On peut du coup observer des sortes de ruptures, des sortes d'angles qui se font sur la paroi du sabot. On trouve aussi en général une grosse ligne de stress qui date de la période de fourbure aiguë. Attention, les lignes de stress, elles témoignent d'un stress. Un stress qu'a reçu le corps du cheval. Une maladie, un déménagement, un changement de pâture, un nouveau régime alimentaire, ça veut pas forcément dire que c'est une fourbure. Donc commence pas à te dire « Oh mais Pompon, il a une ligne de stress, ça veut dire qu'il a une ligne fourbure chronique !» Non, s'il y a une fourbure, il y a forcément ligne de stress, mais c'est pas parce qu'il y a des lignes de stress qu'il y a eu des fourbures. Tu vois ce que je veux dire? Bref, cette ligne de stress, elle se fait pas n'importe comment. Puisque la direction de la pousse a été modifiée, alors la ligne de stress, on aura l'impression qu'elle plonge vers le bas quand elle s'approche des talons. Et puis on peut observer aussi 2-3 autres trucs. Par exemple, quand le cheval vient d'être paré, on voit qu'il y a un épaississement de la ligne blanche. On peut aussi trouver que la couronne est un peu gonflée, ou au contraire, comme si elle rentrait dans le pied du cheval. Et je suis sûre que parmi vous, il y a des chevaux et des poneys qui ont des fourbures chroniques et qui ne le savent même pas. Le système Obel, c'est un système de notation des signes cliniques qui permet de catégoriser la douleur liée à la fourbure en 4 grades. Le grade 0, c'est quand tout va bien, le mouvement s'effectue sans problème, le cheval ne présente a priori pas de signe de fourbure. Au grade 1, le cheval reporte son poids d'un pied sur l'autre ou piétine, et au trot, on voit que le posé du pied est anticipé ou que la foulée est raccourcie. Au grade 2, la démarche est précautionneuse et il paraît plutôt raide au pas, cependant il donne ses pieds sans difficulté. Au grade 3, c'est là que ça se corse. Le cheval répugne à se déplacer et résiste quand on veut lui prendre un pied. À ce stade, le taux de mortalité est de 61%. Et enfin, au grade 4, le cheval refuse carrément de bouger. Et là, le taux de mortalité est de 76%. Souvent, le déplacement de la phalange il s'observe à partir des stades 2 et 3. Et c'est souvent qu'à partir du stade 3 où les propriétaires commencent à s'alerter. Et puis bon, clairement, quand il est au stade 4, il y a très peu de chances qu'il puisse revenir à la normale. Donc maintenant que tu sais tout ça, tu vas pas attendre le stade 3 avant de te demander si ton cheval il est fourbu et d'appeler le vétérinaire en toute urgence, hein. Et d'ailleurs, une fois que le cheval il est déclaré fourbu, on fait quoi? En phase aiguë, l'objectif principal, c'est de soulager la douleur. On administre donc des anti-inflammatoires qui ne sont pas des glucocorticoïdes, sinon on augmenterait le truc.
On évite que le cheval puisse bouger, puisque si on lui supprime avec les médicaments la douleur, c'est un coup à ce qu'il aille faire des dingueries. Kiki va se sentir pousser des ailes et je suis pas sûre que son pied à moitié mort il soit prêt pour ça. Donc box ou micro-paddock avec un sol le plus confortable possible. On peut aussi mettre en place des soutiens, des sortes de petites cales qu'on place en dessous les fourchettes, mais surtout on évite de ferrer et ou de déferrer pendant les crises de fourbure. Le pied il a assez de choses à gérer pour qu'on vienne lui rajouter ça par-dessus. En phase chronique, ce sera principalement l'orthopédie qui aidera. On va chercher le parage ou la ferrure qui sera le plus adapté au cheval. Attention, fourbue chronique ne veut pas dire nécessairement que le cheval doit être ferré. Il y a des parages qui sont complètement adaptés aux chevaux fourbus. Et c'est très important d'avoir un suivi de radio qui va être régulier pour voir l'évolution des mouvements de la phalange à l'intérieur du pied et du coup voir si le parage ou la ferrure est adapté à son cas. En fait, l'objectif orthopédique pour un cas de fourbure, ça va être de diminuer au maximum l'appui en pince et de faciliter le départ du pied quand le cheval avance. La phase de bascule pour ceux qui ont vu cette vidéo. Parce que quand le cheval est en appui, il appuie P3 vers le sol. Donc les lamelles, elles sont comme ça. Et lors de la phase de bascule, c'est la pince qui reçoit le plus de poids et pareil. Très mauvaise imitation comme d'habitude. Du coup, au niveau des ferrures, ce qui va être le plus mis en avant, ça va être des fers en M qui se mettent du coup à l'envers par rapport à une ferrure classique ou alors des fers en cœur. On peut aussi plaquer pour éviter la sensibilité de la sole ou même encore mettre un petit relief en dessous le sabot pour stimuler la proprioception et donc stimuler les flux vasculaires à l'intérieur du pied. Bref, tout un tas d'ingéniosité dans la catégorie ferrure orthopédique, mais encore une fois, c'est pas forcément la solution que de ferrer un cheval fourbu du début à la fin de sa vie. Et attendez, parce que dans les cas les plus complexes, on peut injecter un produit de contraste pour pouvoir visualiser en imagerie médicale les veines et les artères et du coup faire en même temps la ferrure pour tester. Hop, on met ce fer là, on regarde, clic clic, ah ouais c'est bien, hop, peut-être ici c'est bof, ok bah on change, tiens regarde, clic clic. C'est fou non? On teste une ferrure, on a directement la réaction du système vasculaire. C'est beau, ça me fait péter un plomb. Et évidemment, et j'espère que vous vous êtes dit, bah on gère la douleur, on met des fers orthopédiques, on cherche pas la cause d'abord. Évidemment, on cherche la cause. On essaye de balayer tous les facteurs de risque et tous les facteurs aggravants pour qu'ils soient rikiki comme ça. Conclusion. Donc, la fourbure, c'est une pathologie grave. Si on a des pouls digités et des pieds chauds, on appelle le veto. On n'attend pas de voir si ça va passer parce que très vite, ça peut devenir catastrophique. Deuxième cause de mortalité, on fait super gaffe à l'alimentation de son cheval. Le passer d'un paddock avec que dalle à manger à un pré avec de l'herbe jusqu'au jarret, c'est... bah poignardez-le tout de suite en fait. Ça ira plus vite et ça lui fera sûrement moins mal. Pareil, les diarrhées, prenez ça au sérieux. Pour les chevaux âgés, retournez voir ma vidéo sur Cushing déjà. Et n'attendez pas le dernier moment pour les faire diagnostiquer. Il vaut mieux faire des analyses pour rien que s'en rendre compte trop tard. Et enfin, il vaut mieux avoir un cheval trop fit qu'un cheval obèse. Je redis au cas où, il vaut mieux avoir... Attendez. Il vaut mieux avoir un cheval trop fit qu'un cheval obèse. D'accord? Quand je vois le nombre de chevaux obèses, tant en consultation que sur Instagram, vous n'imaginez pas le nombre de problèmes que ça peut entraîner. Déjà, on a la fourbure, mais on a aussi toutes les contraintes sur l'appareil locomoteur qui peut créer une arthrose précoce, des tendinites, d'un point de vue hormonal, le SME, le syndrome métabolique équin, des maladies cardio-respiratoires, des dépôts de graisse autour des organes. Bref, sérieux, faites gaffe, On nous parle énormément des risques de l'obésité pour notre santé à nous. Ça vaut tout pareil pour le cheval. Et pour les chiens et les chats aussi, Attention, ça veut pas dire que il faut le mettre dans un paddock avec rien du tout et le monter 3 fois par jour. Non. Déjà, commencez par revoir l'alimentation. Qu'est-ce qu'il a à sa disposition et de quoi il a besoin. Soit avec un vétérinaire qui s'y connaît vraiment en nutrition, pas le premier vétérinaire du coin, sauf s'il a été formé en nutrition, soit avec un nutritionniste équin. Et je vous conseille d'ailleurs vivement d'aller suivre Angélique Descarpentries sur tous les réseaux sociaux. Je vous mets évidemment le lien en description. Et ben j'espère que vous avez appris des choses. Dites-moi en commentaire les pathologies qui sont un peu sombres pour tout le monde. Likez les commentaires des autres et peut-être que je ferai le commentaire le plus liké. Surtout, prenez soin de vous, prenez soin d'eux mais sans trop les gaver et je vous dis à bientôt!